Donc on va conclure un tout petit peu en retard, désolé pour ce retard. Je voulais déjà remercier toutes les personnes qui ont participé à cette table ronde. Je remercie spécialement Yori et Amélie qui viennent de loin juste pour cette petite heure. J'espère qu'on pourra travailler, faire des collaborations ensemble maintenant qu'on a des stars de la méthodo et de la statistique. Donc en conclusion, on voulait rappeler que c'était en aucun cas une critique, que c'était vraiment une sensibilisation à tout ça qui nous paraît assez important pour nous. On peut aussi vous féliciter parce que finalement, on a vu que c'est 55% des articles qui sont publiés, là où on voit que d'autres sont plutôt autour de 45-50, et même la SFA, pour ceux qui connaissent la Société française d'arthroscopie, c'est 39 dans une des dernières publications. Que nous sommes heureux de continuer à mener ce travail, que nous allons faire 2 publications. La publication de Bertrand sur le When French Spine Surgeons Meet Numbers, et puis nous, avec Steven, quelque chose sur le waste, savoir sur le fait que les résumés qui ont été analysés, on va montrer ce qui a été analysé, puis ensuite on va essayer de comprendre pourquoi ceux qui n'ont pas été publiés, pourquoi ils n'ont pas été publiés, est-ce que c'est des contraintes de temps ou de moyens. On retiendra de tout le monde, d'abord de Bertrand, qu'on est nul, mais ça on le savait. De Steven, qu'il faut faire attention au petit p, pas l'utiliser dans tous les sens, l'utiliser de façon parcimonieuse. D'Amélie, que ce fameux embellissement est un vrai sujet et qu'il faut se méfier de ses conclusions. Hier, j'ai été attentif à ça et je crois que quasiment tout le monde donne des super résultats de ces résumés, alors qu'il faut quand même qu'on reste honnête et prudent parce que ça reste des études de faible qualité. On va essayer de limiter le gâchis, comme nous en a parlé Yuri, en essayant d'optimiser notre recherche. Arthur avait mis le point sur les scores fonctionnels et clairement cette notion de cliniquement significative est très intéressante. Cette histoire de seuil, je crois que c'est essentiel, pas juste comparer 2 scores avec des petits p qui sont inférieurs à 0,5. Moi je vais parler donc des études comparatives qui me semblent essentielles. Si on peut essayer de mener des essais randomisés, je crois que ce serait super. Ça reste difficile mais c'est faisable. Et en tout cas si on ne le fait pas, on peut essayer de faire des larges cohortes avec des solutions statistiques. Benjamin nous a évoqué le problème des tables rondes avec beaucoup de tables rondes, finalement peu d'articles. Et puis Stéphane, et en association avec Jean-Charles, nous ont parlé donc de l'IRB ou le CPP, et que quoi qu'il en soit, je crois que c'est essentiel de passer par là. Du coup, on a fait entre guillemets des critiques, on voulait quand même faire aussi des propositions, qu'on appelait le plan de relance, c'est assez à la mode en ce moment, le plan de relance. On voulait proposer à la SFCR d'abord d'essayer de mieux structurer la soumission des abstracts, avec des questions et des mots-clés mieux définis, ce qui permettrait peut-être d'avoir sur le site donc les abstracts qui existent déjà, mais surtout un moteur de recherche qui permet de se dire si demain je veux faire une étude sur les alifs, je peux voir qu'est-ce qui a été fait sur les 10 ans, ou quels sont les centres qui sont intéressés, et qui peut-être me permet de me mettre en lien avec ces gens-là. Deuxième chose, on pense que ce serait intéressant d'accompagner certaines publications, d'accompagner à la publication certains des résumés. Alors lesquels? Est-ce qu'on accompagne les lauréats? Est-ce qu'on accompagne ceux qui le demandent? Est-ce qu'on accompagne 2-3 résumés par session? C'est une question à répondre. Je pense qu'il est important de se former. On propose aussi là, à la SFCR de faire une session pendant le DU du RACHIS sur 2 jours avec donc des méthodologistes et des statisticiens pour essayer de donner des bases pour que au moins les jeunes soient plus forts et que du coup toute la société grandisse par le bas. Je pense que c'est aussi intéressant que les relecteurs, ceux qui ont vu tous ces articles passer là dans les différents congrès, soient un peu plus formés, qu'ils ont une vraie approche clinique mais peut-être moins méthodologique. Et puis c'est Bertrand ça, qui me fait la remarque en me disant mais moi je suis pas relecteur, je suis pas jeune, comment je fais? Et donc on voulait proposer un petit peu à tout le monde éventuellement un atelier pratique de la méthodologie, donc une fois par an ou par 2 ans, quelque chose comme ça, qui serait à mon avis aussi intéressant. Il y a aussi une piste qui est le fait de, pendant le congrès, faire un petit déjeuner ou quelque chose comme ça, sur éventuellement, mais c'est Bertrand qui l'a proposé, ce qu'il le fait aux libéraux. C'est-à-dire qu'il va, quelqu'un analyse 5-6 papiers majeurs de l'année qui vient de passer, et comme ça, on fait à la fois l'exposition et à la fois une petite critique. Enfin, on pense que c'est intéressant de transformer les tables rondes. Le fameux less is more est à mon avis essentiel. Je sais que Olivier Hamel et Benjamin Blondel sont déjà en cours, un petit peu en train de faire une refonte de ça, et je crois que ça s'améliore. Nous, notre simple proposition, c'est éventuellement discuter de plutôt qu'une série clinique qu'on pourrait appeler éventuellement le symposium, quelque chose qui serait participatif avec un maximum de centres, éviter que tout le monde se disperse, parce que finalement, ce que me dit Olivier, c'est qu'en fait, comme il y a des tables rondes qui s'étalent sur 4 ans, il y en a 2, 3, donc en fait, il y a quasiment 12 ou 15 tables rondes qui courent en même temps. Donc c'est vrai que tout le monde se disperse et c'est peut-être un vrai sujet. Et peut-être que si on a un par année, une série clinique costaud par année, c'est déjà très bien. Ça n'empêche pas de faire aussi des tables rondes à côté de ça pour discuter, des choses comme ça un petit peu qui sortent du lot. Et puis donc un objectif, peut-être un objectif ambitieux, c'est de se dire qu'on peut essayer de transformer encore mieux, faire 60-70% de publications, plus, mais surtout mieux, essayer d'avoir des rankings A
ou B ou C de façon plus importante. Voilà, merci beaucoup et on reste disponible si vous avez des questions. Merci. Évidemment, je suis un peu obligé de parler en représentant la commission scientifique. D'abord, je voudrais vous remercier, même si votre table ronde nous a sans doute tous un petit peu déprimés. Ça nous fait sans doute du bien de prendre un peu de recul, un peu de hauteur de vue vis-à-vis de tout ce qu'on dit et de tout ce qu'on entend. Alors, on a pas mal discuté de tes propositions et effectivement, il y en a certaines qu'on a mises en place. Moi, la question que je me pose en vous ayant écouté, c'est est-ce qu'on ne devrait pas aussi diminuer le nombre de communications? Et ça, c'est douloureux pour tout le monde ici. C'est douloureux pour les jeunes qui présentent, c'est douloureux pour les équipes. Parce que finalement, il y a peut-être encore plus de waste dans les communications que dans les tables rondes. Ça a été évoqué, notamment Steven me dit ça souvent, peut-être que tout n'est pas fait aussi à la publication. Et c'est vrai que là, cette place du congrès pour les jeunes, pour aussi s'y mettre, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de mettre le pied à l'étrier. Donc peut-être que c'est pas forcément... Je pense que c'est pas mal de rester ouvert, mais peut-être essayer de l'accompagner mieux, essayer plus le préparer en amont, essayer de trouver des solutions plutôt plus pour essayer d'augmenter le niveau, mais je pense que la quantité est intéressante parce que ça permet quand même qu'on vient à la CFCR parce qu'aussi on a un truc à préparer, on a un truc qui est présenté. Et que si finalement il y a plus que 15-20 résumés, peut-être de meilleure qualité, mais du coup les gens se peut-être désintéressent, et puis il faudra aussi faire du contenu pour toutes les 2 jours. Donc je ne sais pas si le nombre de résumés, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres de la table ronde, mais en tout cas, je crois que pour les jeunes, c'est très important de s'y mettre, même si on ne publie pas forcément derrière. Je sais pas si... Ouais, ça marche. Ah, ça marche, ok. Non, mais on en a discuté en effet avec Guillaume et puis avec les autres participants. Je pense vraiment que les communications n'ont pas forcément les mêmes fonctions que les tables rondes et que c'est important que se soit bien étiqueté et que finalement les communications, c'est l'occasion pour les plus jeunes de présenter et puis d'engager les discussions et de voir ce qui se fait ailleurs. Et les symposiums ou tables rondes, finalement, c'est ce qui doit déboucher sur des recherches de bonnes et des publications de bonne qualité. Et peut-être qu'une des clés, ce serait de sélectionner parmi les communications celles qui seraient les plus prometteuses pour les amener à un niveau de publication acceptable, quitte à regrouper différentes initiatives locales pour faire une étude de meilleure qualité. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément diminuer le nombre de communications, mais peut-être mieux les flécher et en sélectionner quelques-unes pour les promouvoir derrière. Petite remarque. Alors d'abord, merci beaucoup, c'était très très bien. Petite remarque, le Global Spine Congress, il fait ça. Quand on présente un truc et ça leur plaît, ils renvoient un mail, ils disent « Nous avons apprécié votre truc, est-ce que vous voulez le publier dans notre journal ?» Donc c'est quelque chose qui se fait déjà dans d'autres sociétés assez proches finalement. Et deuxième chose, j'ai une question. Plusieurs reprises, ça a été évoqué le fait d'avoir un retard sur certaines publications, surtout pour des résultats négatifs. Mais je n'ai pas compris ce qui est sous-entendu. Est-ce que ça sous-entend que les gens ont voulument évité de le publier trop rapidement, ou que les journaux ne l'ont pas pris, ou comment il faut interpréter ça? C'est justement l'une des questions qu'on va se poser avec Guillaume dans le papier sur le waste. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir finalement ce qui est publié, c'est des résultats positifs, etc. Mais c'est aussi intéressant de voir ce qui n'est pas publié et pourquoi ça ne l'est pas. Et il y a peut-être plusieurs facteurs qui peuvent expliquer les 45% de résumés qui n'aboutissent pas à des publications, soit parce qu'ils ont été refusés, peut-être, soit parce qu'ils n'avaient de toute façon pas vocation à donner lieu à une publication, ça peut être juste une note technique, quelque chose comme ça, soit parce que peut-être ceux qui ont fait la communication, ils n'ont pas le temps, pas l'envie ou pas l'aide méthodologique pour aller jusqu'à la publication. Je me permets juste de compléter. Là, on parle de communication à un congrès, mais les chiffres sont exactement les mêmes pour les PHRC en France. On parle de gros financements publics et en transspécialité, on est quasiment à 50% des PHRC qui ne sont pas publiés 3 ans après la fin de l'essai. Je parle d'essai clinique, hein, je ne parle pas de rétrospective. C'est délirant, c'est énorme. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est mal, ok, mais je ne suis pas en train de blâmer les chercheurs non plus. Souvent, ce n'est pas volontaire. Il y a une baisse de la motivation quand
On a mis des années dans un boulot et puis à la fin, ça fait pchit. Il y a les journaux qui ne sont pas forcément hyper motivés et il reste une petite proportion qui ne veut pas communiquer parce que reste convaincu que ça fonctionne, etc. etc. Mais finalement, c'est assez faible. Et le reste, c'est juste l'histoire de la vie, quoi. Ça marche pas. Je me suis relancé dans d'autres projets. Ah, il faut que j'écrive le truc qui croupit dans un tiroir. Voilà. That's life. Les Anglais ont réglé le problème. Hein. On n'a pas de nouveaux grants si on n'a pas publié ou si on n'a pas mis à disposition un rapport extrêmement complet, à disposition publique, hein, de ce qu'on a déjà fait. Donc si on veut à nouveau demander des fonds pour un PHRC, il faut qu'on mette à disposition le rapport des études précédentes. Plus d'autres questions? Merci beaucoup. Merci d'avoir été... Ah si, pardon, Monsieur Guy. Pour beaucoup, je vous connais sur cette table ronde, vous savez bien que j'ai beaucoup œuvré dans le sens que vous avez essayé de développer, mais je crois que dans le fond, il y a un problème de support. On n'a pas de support à la SFCR, on a essayé de le mettre en place. On n'a pas de support méthodologique. Et c'est ça la vraie question qu'il faudrait se poser. Et les véritables aides qu'on demande, c'est des aides de support technique. C'est vrai, il y a eu cette première phrase où on dit la chirurgie ou chirurgien, ou je ne sais plus comment c'était formulé, les statistiques aux statisticiens. Mais dans le fond, ce n'est pas tout à fait faux. On a, nous, besoin de support. Et on est très mal reçu. On est très mal reçu par les méthodologistes. On peut ici prendre dans la salle le nombre de gens qui se sont posés des questions, qui sont allés voir des méthodologistes, et on a mal été reçus. Donc il y a vraiment un problème de communication entre nous et les méthodologistes, les statisticiens. On utilise par exemple l'ODI de façon large dans nos sociétés, mais personne ne sait que l'ODI a été créé uniquement pour l'estimation, l'évaluation, le retentissement dans la vie quotidienne de la lombalgie et de la lombalgie uniquement. Donc il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour nous et on n'a pas ces supports. On a essayé, j'ai été président de la SFCR, on a été à l'origine de cette société, on a essayé de mettre tout ça en place et ça n'a pas très très bien marché. Et la véritable question qu'il faut se poser, je pense, c'est ces rapports que nous avons cliniciens avec les méthodologistes. Alors, je vais juste répondre aussi. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il faut des moyens. Je pense qu'il y a l'histoire d'argent. Je sais qu'Amélie, qui gère les projets de la Fonda, mais qui reste ouvert à d'autres projets extérieurs, ça a un coût. C'est une facture et ça a un coût. Donc ça, c'est une histoire d'argent. Je pense qu'il faut investir malgré tout de l'argent. Et après, deuxième solution, c'est peut-être parce que justement, si nous, on se diffuse, entre guillemets, et qu'on se mêle aussi aux méthodologistes, ce qui s'est passé moi avec Amélie et Yuri, c'est pas mon Master 2 que je les ai rencontrés, c'est pas mon Master 2 que je les ai connus. Donc c'est peut-être quand même en se formant aussi dès la base et justement en essayant d'aller amener des gens un peu à droite, à gauche, qu'on arrive un peu à récupérer et à essayer de trouver des solutions, des ressources. Non, il faut des liens institutionnels surtout. Moi, je suis assez d'accord avec Guillaume. Il y a une question de financement qui est majeure. C'est-à-dire que si on ne demande pas d'argent, on n'en a pas. Et si on n'en a pas, on ne paye pas un méthodologiste. Et aujourd'hui, pour moi, en demander régulièrement des financements et me faire bouler dans 90% des cas, je vois bien qu'ils ne vont pas travailler gratuit. Ça, c'est sûr. Et le deuxième truc, c'est que si on ne l'impose pas, ça, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme d'exigence que doit avoir la société savante à mon sens, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, éventuellement, peut-être faciliter la soumission, en tout cas changer un peu la manière dont on peut proposer les soumissions des communications. Olivier disait en faire moins, Steven et Guillaume disaient peut-être les accompagner différemment. Il y a peut-être un rôle des modérateurs quand il y a des qualités méthodologiques qui sont hasardeuses de pouvoir le dire. Mais on a aussi notre part d'exigence à dire, voilà, si vous voulez faire une étude pour répondre à cette question, là, il faut faire une étude RIPH 1, par exemple. Ça nécessite un PHRC. Il faut du fric pour payer des arcs, des machins, des trucs. Et la plupart du temps, c'est pas ce qu'on fait. Je pense que 90% des études qui sont montrées dans ces congrès-là, elles n'ont pas de financement. Donc évidemment, il n'y a pas les aides méthodologiques qui vont avec, et donc on ne répond pas à la question. Ça, c'est le rôle d'une société savante, Benjamin. Voilà. Et c'est ça qu'il faut essayer de mettre en place. On peut toujours discuter de beaucoup de choses, mais il y a ce problème financier qui reste derrière. Ouais. Du coup, l'une des propositions justement pour le symposium qui serait l'étude un peu ambitieuse de chaque congrès serait qu'elle serait protocolisée, potentiellement financée,
et accompagner. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on doit rédiger un protocole, qu'on soumet à un CPP, bah, tout de suite, ça clarifie les choses, quoi. Sur Folie. Il faut quand même se dire qu'on a une spécialité extrêmement complexe, multifactorielle, et la méthodologie est très complexe. On connaît certaines sociétés ou groupes d'études qui partent sur des analyses le plus complètes possible en mettant tous les paramètres, et puis après, on agite et puis on essaye de sortir les paramètres qui sont pertinents. Ça, c'est le premier mode de travail. Généralement, ça aboutit à rien. C'est ce qui a été évoqué à un moment donné, c'est-à-dire qu'on mélange l'âge du capitaine avec la technologie et avec le type de vis et le métal qu'on a utilisé. Ça débouche sur rien. Si on veut arriver à avoir des conclusions, il faut partir sur des hypothèses. Si on veut avoir des études qui aboutissent à quelque chose de positif, si on fait du multicentrique et puis qu'il y en a un qui dit moi je passe par devant, l'autre qui dit je passe par derrière, le troisième qui dit et que le cahier des charges du traitement n'a pas été clarifié ou recherché en amont, ça ne débouche sur rien. Et si on veut aussi faire des études sur... on va faire une prospective sur des analyses de traitement qui ne sont pas codifiées, qui ne sont pas uniformes. On va arriver à rien du tout. Donc en fait, on a en plus on passe des scores, si on a des scores aussi comme l'Osvestry, il y a quand même des études qui sont arrivées à prouver une efficacité, je parle du domaine que je connais, de l'équilibre sagittal, en mélangeant des courbes statistiques avec d'équilibre, des paramètres avec le DI. Le Svestri est absolument pas adapté à l'équilibre sagittal. Vous avez des gens qui sont complètement déséquilibrés, aucune douleur, ou des douleurs qui ne sont pas du tout des douleurs lombaires. Donc tout ça fait qu'on a des études qui sont complètement malmenées, complexes à mener, et une méthodologie complète aussi, où on veut tout trouver et rien trouver, ne déboucheront jamais sur rien. La première des choses, c'est de trouver une hypothèse et baser une hypothèse de travail. Et se dire, cette hypothèse, j'ai essayé de la vérifier. Et effectivement, si elle n'est pas vérifiée, faut la balancer et dire que ce n'est pas bon. Et il faut le dire. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est très mal armé parce qu'on a une science qui est très très difficile à évaluer. Merci, on est tout à fait d'accord avec vous. Merci, M. Roussoli. Et on va conclure du coup parce que c'est la fin. Merci beaucoup. Bonne journée.